Oui, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Philippe est dans le Bray. Donc je vous ai dit dans les dernières vidéos sous fond d'élections législatives, puisque tous les grands médias sont focalisés sur l'élection législative, ils parlent matin, midi et soir, ils sont en train de manipuler la population. D'ailleurs à ce sujet, je voudrais vous faire une remarque, il est inadmissible que les influenceurs, c'est plus des journalistes, hein, c'est des influenceurs, ils balancent des sondages en permanence. Parce que c'est les sondages qui font l'élection. Ils manipulent toutes les élections avec leur institut de sondage. Il y a des gens qui ont des très bons programmes et des très bonnes idées. Ceux-là on les interdit d'aller dans les médias, on ne va pas les faire connaître. Et si il arrive, au bout de 10 ou 20 ans de combat, à faire parler d'eux à travers différents articles de presse en région, les instituts de sondage au bot du grand capital va sortir un sondage avec une projection à 0,2 ou 1% ou 0,05, ce qui va dissuader les électeurs de voter pour cette personne, qui est une personne qui peut avoir de bonnes idées et remettre en cause toutes les conneries qu'ont fait nos responsables politiques avant. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Les gens sont écartés dès le départ. Donc moi, ce que je voulais vous dire dans ma vidéo, qui est lié à l'élection, ce que je vais vous dire, c'est lié à l'élection, c'est tout simplement que pendant que les médias font diversion, le modèle agroalimentaire, agro-industriel, agricole, français, européen et mondial perdure. Et il continue d'avancer à marche forcée. Pour ceux qui ne sont pas agriculteurs, il faut savoir que les manifestations qu'il y a eu d'agriculteurs dernièrement ont servi à la FNSEA pour remettre un coup de pression sur les organismes décideurs et pour faire sauter un tas de dispositifs qui avaient été pris pour protéger les populations dans le cadre des programmes phytosanitaires. Donc c'est un recul de 20 ans en arrière sur des choses qui avaient été obtenues pour protéger les cours d'eau, protéger les populations. Alors certes, ces réglementations-là françaises ne sont pas forcément en adéquation avec les normes européennes, hein, mais est-ce que pour autant fallait aller là? Est-ce que ça va apporter une rémunération aux paysans qui était la seule revendication, autoriser les gens à utiliser plus de phyto et puis essayer de copier sur le moins-disant social au niveau mondial qui balance des traitements pour être performant, pour répondre à l'agro-industrie, l'agroalimentaire à travers M. Arnaud Rousseau? Est-ce que c'est ça qui va, de un, répondre aux problèmes environnementaux? Sûrement pas. Et répondre à la rémunération des agriculteurs? Encore moins. Parce qu'on peut nous laisser produire, c'est pas la production et les phytosanitaires qui nous apportent un revenu. C'est deux choses totalement différentes. Et la question du revenu, personne n'a répondu. Alors, ils en ont profité, vous voyez, le lendemain de l'élection, le 10 juin 2024, hein, ils ont facilité l'agrandissement des élevages dans l'agriculture que certains appellent l'agriculture intensive. C'est-à-dire que maintenant, pour obtenir des permis de construire, il y avait une réglementation qui s'appelle l'ICPE, installation classée pour la protection de l'environnement. Donc il y avait des seuils au cours desquels, quand les élevages avaient atteint une certaine taille, il fallait demander des autorisations supplémentaires pour protéger les populations et des études d'impact sur les ruisseaux, à tort ou à raison, parce que ceux qui nous concurrencent parfois n'ont aucune de ces réglementations-là, mais ce que je voulais vous dire, le message de ma vidéo, c'est qu'il nous emmène toujours dans produire plus. Donc les seuils sont passés de 40 000 poulets à 85 000 poulets avant d'avoir cette enquête ICPE et de 2 000 à 3 000 porcs. Donc moi ce que je voulais vous dire, c'est qu'on continue à financer un modèle qui ne rémunère pas le paysan, qui coûte une fortune aux contribuables. Vous avez par exemple aujourd'hui du matériel d'exploitation pour des fermes qui cherchent à produire toujours plus et à s'agrandir. Sur un investissement de 100 000 euros, vous avez 30 000 euros de subvention. C'est donné par l'État. Donc c'est pris
sur les impôts des Français. C'est-à-dire que vous, à travers vos impôts, vous continuez à financer un modèle qui, quand même, abîme l'environnement, c'est pas le seul facteur, mais abîme l'environnement et surtout ne rémunère pas les paysans, pousse au suicide les paysans. Alors, les paysans descendent manifester dans la rue, vous les voyez régulièrement, mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que le modèle dans lequel ils sont engagés, il est détruit eux-mêmes. C'est-à-dire que le paysan, il se détruit lui-même en essayant d'agrandir sa ferme et de produire plus. Et avant de terminer sur le plan, je dirais, politique, au niveau mondial, la diplomatie au niveau mondial, comment ça fonctionne, comment ils nous prennent pour des moins qu'Oriens. Je voudrais juste faire une dernière réflexion là-dessus, sur le modèle économique tel qu'il est tracé. Il conduit à quoi? Il conduit chez nous, par exemple, à des structures comme InVivo. InVivo, je vous rappelle, c'est le géant européen avec autour de 13-14 milliards d'euros de chiffre d'affaires aujourd'hui. InVivo est un organisme qui est dirigé par des gens du bureau de la FNSEA. Et donc InVivo, c'est les chaînes de magasins, l'animalerie, les jardineries, les gammes verts, les Jardiland, le numéro 1 des céréales, etc., etc. Donc ça, c'est des multinationales qui sont là pour régner au moins en maître sur le territoire européen. Le but du jeu de toute cette trajectoire politique modèle néolibéral, c'est de faire des géants européens, voire des géants mondiaux, comme on a Lactalis, mais des géants européens dans un premier temps. Et quand vous prenez des structures, par exemple, comme InVivo, qui est devenue une multinationale, montée quand même par des paysans, pas l'oublier, de la FNSEA, ça représente 4,3 milliards d'euros pour l'activité agricole, à peu près 4 milliards pour le négoce international. C'est pour vous montrer un peu où sont les chiffres importants dans ces structures-là multinationales. Donc 4 milliards 3 chiffre d'affaires agriculture, environ 4 milliards le négoce international, le business, sur le dos des paysans, ça j'ai pas besoin de vous le dire, 2 milliards 8 dans la partie agroalimentaire, et dans la jardinerie et la distribution, 1 milliard 4, 1 milliard 5. Donc vous voyez un petit peu les enjeux. Et après, ce modèle-là, je termine sur ce paragraphe-là, il est fait en sorte que, si vous voulez, la spirale des investissements dans le monde agricole, le toujours plus gros, toujours produire plus, il est accompagné par ces gens-là à travers des plateformes de financement. Par exemple, dans l'agricole, je vais prendre un exemple, le groupe HCO, c'est une entreprise de financement qui est dans une vingtaine de pays européens. Et donc, ça se finance, HCO Finance, ça finance les marques de tracteurs Fenn, Massey Ferguson, Valtra, un tas de marques, voilà. Et ils sont appuyés sur la Rabobank. Et la Rabobank, c'est une banque hollandaise, dont le siège social, ça a été créé en 1972, à Utrecht, aux Pays-Bas. C'est un service financier, secteur financier, système bancaire, c'est une banque. Et parmi les partenaires, c'est là que vous allez comprendre pourquoi la boucle est bouclée. Parmi les partenaires de la Rabobank, qui est devenue une banque géante au niveau international, qui finance notamment beaucoup les activités agricoles, elle est en partenariat avec l'organisation des Nations Unies, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Voilà. Donc ça, c'était ce que je voulais vous dire. Alors Rabobank, qui est pris dans la spirale des détournements, ils ont été condamnés à des multiples reprises, en février 2018, et ils ont eu je dirais des faveurs. Ils ont été obligés de reverser 70 millions d'euros au ministère public néerlandais, parce qu'ils ont utilisé des effets de levier comme Barclays, comme UBS aux États-Unis. Ça, c'est des plateformes financières mondialisées qui
font des petits avec votre argent, mais qui font des choses qui ne sont pas toujours légales, notamment sur les taux d'intérêt. Hein. Et donc en contrepartie, ils ont eu une petite amende, comme la Barclays avait une amende, comme UBC avait eu une amende. Hein. Et c'est bien écrit dans l'article qu'en contrepartie, aucune enquête pénale n'a été ouverte. La Banque centrale néerlandaise a également pris des mesures. L'administrateur délégué de l'époque a été obligé de donner sa démission. Et depuis, c'est reparti. Donc, si vous voulez, le modèle agricole, il est financé par des réseaux bancaires, qui sont français ou internationaux, hein, dans lesquels certains grands organismes ont déjà été condamnés. Voilà. Donc, voilà dans quel milieu on vit. On vit dans un milieu totalement financiarisé, semi-mafieux, voire mafieux, hein, puisqu'ils ont des condamnations, hein, mais ces gens-là se retrouvent plus puissants que les États. Et je terminerai ma vidéo pour vous dire, parce que dans ces élections législatives, certains vont pas aller voter et certains vont faire un choix. Et le choix, il est surtout pas facile à faire, c'est de voter probablement pour le moins mauvais, parce que dans le choix des législatives, il n'y a pas de bon. Vous avez vu qu'il y avait 3 grands partis qui se détachaient, la Macronie, le RN et le Front Populaire, et il n'y a pas de souverainistes, il n'y a pas de gens pour défendre la nation française en tant que telle, il n'y a pas de gens qui disent que le salut viendra de la sortie de ces traités européens, la sortie de l'OTAN, la sortie de la domination des USA et de ceux qui dirigent la diplomatie dans le monde. Et je vais juste terminer par ce qui me paraît être un élément important, on pourra en parler très longtemps et le développer, je le ferai dans d'autres vidéos, c'est le pouvoir opaque de la trilatérale. La trilatérale, c'est qui? C'est des cercles de réflexion qui existent depuis bien longtemps. Il y a un groupe qui a été créé en 1973, hein, où le monde à l'époque était bipolaire, avec le bloc de l'Est, et voilà. Et nous, les Occidentaux, avec David Rockefeller, donc la commission trilatérale, c'est une commission qui est moins médiatisée que le sommet de Davos, mais qui est aussi puissante, voire plus puissante que le sommet de Davos. Ça se fait davantage dans le silence. Vous retrouvez dans la trilatérale les gens pour qui vous allez voter aux législatives. Voilà. Vous avez Édouard Philippe, bien sûr, vous avez Macron, Gaston Defferre, qui est décédé, maire de Marseille, Manuel Valls, Gabriel Attal, Dominique Strauss-Kahn, Pompidou, qui est décédé. Il y a Nicolas Bétou, journaliste au Figaro, etc., etc. Vous prenez les 3 listes qu'il y a aux élections, vous allez retrouver des gens dedans. Bon. Donc la trilatérale, c'est quoi? La trilatérale, la création de cette organisation opaque se côtoie à huis clos à l'abri de toute compromission médiatique des dirigeants de multinationales, des banquiers, des hommes politiques, des experts de la politique internationale ou encore des universitaires. Coïncide à ce moment où une période d'incertitude et de turbulence de la politique mondiale. C'est ça qui guide les trajectoires, hein, si vous voulez, et l'édite, ce groupe de réflexion-là, où il y a des gens de la haute finance mondiale qui sont au-dessus, c'est ce qu'on appelle les donneurs d'ordre, qui sont au-dessus des chefs d'État. Hein. Il édite régulièrement depuis une trentaine d'années des documents publics qui traduisent l'intention de la trilatérale à des problèmes globaux censés transcender, écoutez bien, censés transcender les souverainetés nationales et appeler l'intervention des pays riches, réforme des institutions internationales, mondialisation des marchés, environnement, finances internationales, libéralisation des économies, vous voyez dans quoi on est, régionalisation des échanges, rapport Est-Ouest, surtout au début, oui c'était le rapport entre l'Union soviétique et nous, endettement des pays pauvres. Ces interventions s'articulent autour de quelques idées fondatrices qui ont largement été relayées par les politiques, par nos politiques, qui ont été élus par les médias et par ceux qui détiennent les médias. Donc la boucle est bouclée, si vous voulez. Parce que les médias, ces gens-là de la haute finance, ils achètent l'orchestre. L'orchestre, c'est les médias. Donc
Quand vous payez l'orchestre, c'est vous qui dictez la musique. D'accord? Donc ils sont au-dessus de tout ça, les donneurs d'ordre. Donc ils se réunissent dans des groupes de réflexion, type la trilatérale. Vous tapez sur Internet trilatérale et vous allez voir tout ce beau monde qui est là-dedans. Je vous cite un dernier paragraphe. La commission trilatérale est une des pièces de cet échiquier. Elle consolide l'alliance entre le pouvoir des multinationales et la finance de la politique, grâce à un réseau d'influence dont les ramifications s'étendent aux principaux secteurs d'activité mondialisés. C'est-à-dire que nous, par exemple pour l'agricole, c'est la nourriture, c'est l'industrie agroalimentaire. Donc les donneurs d'ordre, ils sont là. Ils mettent en place des schémas, à l'échelon international pour eux, bien sûr, tirer des profits au maximum, avec des retours sur investissement à 2 chiffres, tenir les populations pour pas qu'il y ait de soulèvement, pas de révolte. Ce qui veut dire que les chefs d'État et de gouvernement, s'ils ne sont pas capables de sortir de ces réseaux-là, s'ils ne sont pas capables de revenir à une souveraineté nationale, à des règles de protectionnisme, mais pour ça, il faut en avoir les moyens. Attention, il ne faut pas être sous la domination financière de ces groupes-là. Parce que si vous êtes sous la domination financière de ces groupes-là, vous ne pouvez rien faire. Et c'est là que sont donnés les ordres. Et c'est ensuite, par ricochet, qu'à l'élection présidentielle ou à l'élection législative, on va vous présenter 3-4 candidats qui en fait sont les mêmes. Ils vont avoir quelques petites nuances, mais ils vont être aux ordres de la finance. C'est la raison pour laquelle, quand nous avons voté, on a eu longtemps la droite, après on a eu la gauche, on a l'impression que c'est les mêmes. Ah oui, c'est les mêmes parce que le cadre, vous ne pouvez pas changer le cadre. Le cadre est tenu par la finance. Donc vous avez l'impression que vous votez, vous dites ça ne change rien. En fait, il fait la même politique. Il fait la même politique parce que celui qui a la main sur la finance, il lui a donné les ordres de faire la même politique. Et s'il n'obéit pas, ils ont des pouvoirs de nuisance, ces plateformes-là financières, c'est comme ça que ça s'appelle, ils ont un pouvoir de nuisance tellement important qu'ils peuvent mettre à pied économiquement des pays. Ils peuvent ruiner des pays. Donc, reprendre son indépendance, c'est la solution. C'est pas un long fleuve tranquille, c'est très compliqué. Pour reprendre notre souveraineté, sortir de la domination des monnaies, que sont l'euro, le dollar ou autres, même si le dollar est en fin de course, il faut avoir des hommes d'État indépendants de ces réseaux-là, repartir sur des politiques de souveraineté et ne pas le faire seul. Un pays seul ne peut pas le faire. Il faut le faire avec un groupe de pays avec qui on a des intérêts communs, avec qui on va pouvoir lever des fonds, indépendamment de ces groupes-là, où on va avoir accès à nos banques centrales, être détenteurs nous-mêmes de l'émission de monnaie. Sinon, on tombe dans le couloir et dans le réseau type trilatéral. Et là, vous pouvez mettre un Hollande, un Sarkozy, un Bardella, un Édouard Philippe, un Ruffin. Il sera pieds et mains liés à la toile d'araignée qui a été tendue par les gens de la haute finance mondialisée. Voilà. C'est ça le message que je vais vous faire passer aujourd'hui. C'est qu'aller voter, oui, mais il faut arriver à aller voter pour quelqu'un qui va nous entraîner dans un autre modèle. Parce que si c'est remplacer Sarkozy par Hollande ou Hollande par Sarkozy, comme on l'a fait par le passé, vous savez très bien que ça ne va rien changer. On continue d'enrichir une partie de la société. Il y en a pour qui ça va très bien, parce que ces schémas-là, préconisés par la haute finance et la trilatérale, globalement, dans tous les pays du monde, rapportent beaucoup aux gens qui font du business et du commerce. C'est un global que je vous fais. Ça ne veut pas dire qu'il y en a certains peuvent faire faillite en faisant du commerce, mais c'est un global que je vous fais. Mais les gens qui sont dans le salariat et qui sont à la production sont exploités. Parce que ce modèle-là permet de sortir des dividendes sur la base du commerce international ou du commerce
franco-français ou franco-belge. Mais de l'instant que vous êtes sur des métiers, un peu ce qu'on peut appeler des métiers primaires, à la production ou dans le salariat, là, vous allez être mis, par ce schéma trilatéral, vous allez être mis en compétition sur la base d'un produit intérieur brut mondialisé que eux, ils ont déterminé. C'est-à-dire que vous allez être mis en compétition sur un plan mondial. Alors que les gens qui font le commerce avec les sociétés sont raccrochés à des pays avec des lois sociales, des normes sociales pour les salariés qui l'emploient. Voilà. Donc ça ne traite pas les individus sur le plan planétaire tous de la même façon. C'est la raison pour laquelle certains métiers et certains pays tirent mieux leur épingle du jeu. Parce que la base du commerce ne les prend pas en porte-à-faux par rapport à cette fameuse notion de produit intérieur brut mondialisé. Voilà. C'est ce qui explique les écarts de plus en plus importants dans la société où vous me dites dans vos commentaires qu'il y a beaucoup d'écarts entre les riches et les pauvres et qu'il y a un effondrement de la classe moyenne. Et bien c'est ce schéma-là économique promulgué par des gens de la trilatérale ou autres qui conduit à ces effets dévastateurs. Donc je vous remercie, je vous dis à bientôt, à la prochaine vidéo. Je répondrai à une partie de vos questions dans d'autres vidéos. Merci, à bientôt.